Bonjour tout le monde et bienvenue. Alors, première petite précision, je parle dans un micro pas parce que la foule est nombreuse et qu'on ne va pas s'entendre, mais simplement parce qu'en fait, on souhaitait enregistrer le fruit des échanges là qu'on va avoir pendant ces 2 petites heures toutes ensemble, tous et toutes ensemble. Voilà, donc ça c'était une première chose. Donc merci de votre présence. On est vraiment ravis de vous accueillir et puis d'organiser cette table ronde autour de la création au féminin il y a 20 ans, aujourd'hui et demain, quelles en seraient les perspectives. Vous le savez sans doute, puisque c'est la 20e édition. Le festival est né en mars 2000. À l'époque, c'était les villes de Joué-les-Tours et de La Riche qui s'étaient associées autour d'un label qu'on appelait Périphérique. Périphérique parce que c'était 2 villes de l'agglo de Tours qui choisissaient ce thème fort et puis aussi qui voulaient défendre un peu leur bord d'agglomération. Donc aujourd'hui, pour la 20e édition et 19 ans plus tard, c'est 13 structures, donc 13 collectivités et associations qui se réunissent toujours autour de cette question, à croire que le problème existe toujours, voire même qu'il s'amplifie. Enfin, toutes ces questions seront traitées avec Marie tout à l'heure. Je finirai juste en vous donnant le programme de cette soirée, puisque donc, il s'agit de s'arrêter vers 19h15. On aura le plaisir de vous offrir un petit verre juste après. À 19h30, dans le hall, on lance la soirée spectacle ce soir, puisque ce sera le duo cello qui jouera 3/4 d'heure en avant-scène dans le hall. Et puis à 20h30, c'est donc notre marraine, donc la marraine de cette édition du festival, donc en la personne de Juliette, qui jouera son concert Je n'aime pas la chanson dans l'auditorium. Bon, voilà, je ne vais pas vous parler beaucoup de Juliette, juste vous dire que ça doit être son 4e passage au sein du festival. Elle avait joué à la Pléiade, elle a joué 3 fois ici. Donc vraiment, c'est une artiste qu'on a vraiment... qu'on a le grand plaisir d'avoir comme marraine, mais surtout qu'on a le grand plaisir d'accueillir et de réaccueillir. Voilà, je laisse Catherine vous dire un peu plus de mots sur ce qui va se dire là pendant 2 heures. Eh bien, bonjour à tous. On est entre nous un petit peu, c'est pas désagréable, ma foi. Il va y avoir une table ronde, on appelle ça une table ronde, même si la table n'est pas là, il n'est pas ronde, il y a plusieurs petites tables. J'ai confié à Marie Lansade le programme d'être modératrice, le rôle de modératrice, je cherchais le mot, et c'est ce qu'elle va faire. Je lui passe la parole, modérateuse, je ne sais pas. Ce qui va se passer là maintenant, c'est que dans un premier temps, on va essayer de faire un tout petit historique de Bruce Mandel, puisque c'est le 20e anniversaire et c'est le moment. Pour ça, il nous reste encore un témoin qui était là à la fondation. Jean-Louis Dumont. Merci beaucoup, il nous reste encore. Il nous reste encore. C'est comme pour la Shoah. T'as vu ça dans le journal ce matin? Je n'avais pas attendu le 30e anniversaire pour le faire. Voilà. Donc voilà, Jean-Louis va nous faire un tout petit résumé. Il devait y avoir aussi Alain Werner qui faisait partie aussi pas des premiers fondateurs, mais à la suite, et qui avait envie de parler aussi de ça. Et après ça, Marie sera là pour vous présenter toutes les intervenantes, qui sont en général des compagnies de théâtre, puisque nous avons choisi le spectacle vivant, un petit peu pour restreindre le sujet, mais aussi parce que c'était plus facile à trouver. Donc j'ai moi-même réuni tous les gens que je connaissais pratiquement, et c'est beaucoup des directrices de compagnie, vous allez voir, et c'est peut-être pour ça aussi qu'elles sont là. Voilà, je ne vais pas m'éterniser. Je vous souhaite une bonne écoute, faites au mieux. Et puis, on va passer d'abord la parole à Jean-Louis. Et Marie, tu prendras tout de suite derrière, entendu. Merci. Je vais essayer de parler fort, lentement. Et vous savez, à mon âge, on commence à oublier les choses. Hein? Non. Oui. C'est assez marrant quand même, hein? C'est assez marrant quand même parce que... merci Serge d'être là. Et puis Alain m'a lâchement abandonné. Mais c'est pas lui qui... ce serait bien, alors été bien qu'il soit là, mais je regrette aussi là, qu'il n'ait pas pu venir, mais vous l'avez évidemment invité. Puisque en fait, on n'était pas 2 à l'origine, on était 4.
En fait, c'est la vraie histoire, c'est qu'on était 4. Emmanuel Plassard était programmateur ici à l'Espace Malraux. Moi, j'étais directeur de la Pléiade et programmateur à la Pléiade. Mais nous avions l'un et l'autre une adjointe à la culture, élue à la ville de Joué-les-Tours et à la ville de La Riche. À Joué-les-Tours, c'était Marie Auréjac qui était adjointe au maire chargé de la culture, et à La Riche, c'était Françoise Tran qui était adjointe à la culture auprès du maire Alain Michel. Donc c'est ça en fait le point de départ. En fait, le point de départ, c'est que nous, programmateurs, on travaillait avec une adjointe à la culture, l'un et l'autre. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, dans cette préhistoire de l'action culturelle coopérative, dans les années, à la fin des années 70, toutes les villes ouvraient une salle, et elles ouvraient une salle d'abord pour définir leur propre identité et développer l'identité de la commune autour de la salle et de la programmation qu'elles ouvraient. Donc, La Riche, Malraux, Saint-Pierre-des-Corps, etc., pour exister par rapport à Tours, qui avait évidemment tous les équipements culturels majeurs. Donc c'était d'abord existentiel, la programmation culturelle. C'était évidemment artistique, des contenus, des choix artistiques, etc., mais c'était aussi une démarche extrêmement existentielle de la Pléiade à La Riche. C'était pas anodin de toujours associer les deux mots, quoi. Bon. Et donc, on a très vite voulu dépasser ce problème de chacun développe sa salle, etc. Et on est rapidement, avec Emmanuel Plassard, convenu qu'on allait essayer de travailler ensemble. Alors, travailler ensemble, c'était juste, dans un premier temps, inventer un label, donc périphérique. Vous voyez bien pourquoi. Les deux salles sont à 200 mètres chacune du périphérique, avec un beau logo d'ailleurs, parce que c'était écrit périphérique, avec une périphérique comme ça. Et la coordination consistait simplement à se voir au mois de mai-juin, se présenter mutuellement nos programmations prévues pour l'année d'après, et puis voir un peu comment ça se coordonnait, est-ce qu'on avait des doublons, ne pas se battre pour avoir le même artiste si autant travailler ensemble, etc. Bon. L'air de rien, il y a 25 ans, enfin plus de 20 ans, c'était pas révolutionnaire, mais assez peu répandu. Voilà, assez peu répandu. D'ailleurs, il a fallu le vendre à nos élus, et la ville de Tours, chaque fois, nous regardait avec un air... bon, enfin, ne regardez pas d'ailleurs. Donc, on a commencé comme ça. Et puis, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, quand je travaillais à la programmation avec François Strain, et ici, quand Emmanuel Plassard travaillait avec Marie Auréjac, ils ont, à un moment donné, autour du 8 mars, eu l'idée, donc voilà, chacun de notre côté, on a eu l'idée de se dire, tiens, si on faisait un temps fort autour de femmes artistes dans la programmation. Bon. Et c'est vrai que globalement, dans la programmation, bon, il y avait déjà des artistes en dehors de ce temps fort, hein, c'est quand même. Mais on a voulu se dire, tiens, on va faire un temps fort comme ça, sans se concerter, sans s'en parler. Donc moi, je travaille avec François, je lui propose 3 spectacles, plutôt de chansons, 2 chansons, et puis un spectacle plutôt de danse-théâtre. Et puis Manu propose 3 spectacles à Marie Auréjac sur ce temps fort du mois d'août. On trouve un nom, alors j'ai cherché le nom qu'on avait trouvé, mais c'était, je sais plus comment, j'ai pas retrouvé, puis j'ai pas retrouvé mes notes, en plus j'ai pas eu le temps vraiment de les chercher. Mais on avait mis une sorte de petit chapeau là-dessus, création, voilà, enfin il y avait un mot, les deux, c'était pas le même, mais on avait trouvé quelque chose. Et puis on se retrouve au mois de mai et on se présente nos trucs. Et on se dit, tiens, au mois de mars, on fait un temps fort féminin. Ah bah oui, moi aussi.
Et c'est commencé comme ça, tout simplement. Alors du coup, on s'est dit, ben, on va pas le faire chacun de notre côté. Et puis, on avait 3 spectacles chacun, enfin 3 temps, à peu près 3 spectacles. Alors, on s'est dit, 6 spectacles dans les 15 jours, ça devient un festival. Bon, donc on n'a pas créé un festival. On a programmé chacun 3 spectacles, dont on s'est rendu compte qu'ils étaient dans la même période de 3 semaines, et qu'en les appelant festival, ça devenait un festival. Donc vous voyez, ça s'est fait en inventant la roue. Hein. Et on a cherché un nom. Alors là, il y a beaucoup de choses sur l'invention du nom Bruce Mandel. Bon, en tout cas, le mot est apparu. Et quand il est apparu, il a fait immédiatement l'unanimité. On n'a même pas cherché à en discuter un autre. Et on est parti sur Bruce Mandel. Et on a mis nos 6 spectacles sous l'étiquette Bruce Mandel, dans le cadre de Périphérique. Tout simplement. Voilà. Et on a fait une conférence de presse au mois de février, une réunion de presse à la FNAC. Et là, on était donc un peu comme là, voilà, puis on présentait le festival. Il y a Emmanuel, moi. Et il y avait un journaliste qui était là. Et la première question que nous pose le journaliste, c'est « Ça existe depuis combien de temps, Bruce Mandel ?» C'était la première édition. Et là, on s'est dit, s'il pense que ça existe depuis si longtemps, alors que c'est la première édition, c'est que c'était une sorte d'évidence. Voilà. Et du coup, bah, on ne s'est même pas posé la question. On a fait le festival, ça a bien fonctionné. On avait des spectacles. Encore une fois, je n'ai pas retrouvé la programmation de cette année-là, mais ça a bien fonctionné. Et on a continué. Mais très vite, on s'était dit, Périphérique, c'est bien, mais on va... Périphérique, il n'y a pas que nous. Donc, on a contacté Alain Werner, et Alain Werner s'est joint à la programmation l'année d'après. Et puis, ça a continué, toujours sur cette idée périphérique, c'est-à-dire qu'après, c'est Notre-Dame-d'Oé qui nous a rejoints, après, c'est Chambray qui nous a rejoints, et puis, à partir de là, on a quitté strictement le périphérique, et d'autres structures ont rejoint parce que, de la même façon que les gens disaient « Depuis combien de temps vous faites ça ?», tout le monde avait envie de trouver ça comme une évidence de participer, de programmer dans le cadre de Bruce Mandel. Il y a la Grange qui est arrivée après, il y a le bateau qui arrive, et y compris des structures de Tours. Sacrilège au départ, puisque c'était quand même au départ fait, non pas contre, mais à côté quoi, hein, de Tours. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça. Donc ça s'est fait vraiment sur une envie de chacun d'avoir un temps fort autour de la création au féminin, ça c'est clair, au mois de mars, hein, pour une raison que chacun comprendra. Et à partir de là, le festival s'est fait. Et puis on a fait tout de suite une communication commune, et on a continué comme ça. Là où c'est étonnant, c'est que c'était 2 adjointes à la culture avec 2 programmateurs, puis 3 avec Alain Werner, et qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de programmateurs dans l'agglomération de Tours. Qui ? Non, c'est pas la... J'ai parlé de l'agglomération. Oui. Je savais qu'il était arrivé, il est à Sainte-Maure ou non, à Zell-Rideau. Il y a Saint-Cyr qui est... tombé loin. Saint-Cyr est arrivé bien après. Donc il y a Saint-Cyr maintenant de l'agglomération. Et il y a Saint-Cyr qui est arrivé également, mais c'est arrivé avant... Voilà, mais entre Notre-Dame-d'Oé et Chambray, je crois, c'est historiquement. Voilà. Et donc Saint-Cyr, enfin, c'était toujours le périphérique, hein, et ça s'est fait, voilà. Mais la vraie question, effectivement, c'est aujourd'hui, les programmateurs sont des programmatrices, et pour autant, il y a toujours Bruce Mandel. Donc là, il y a une vraie question, parce qu'on aurait pu se dire. Il y a des programmateurs, des choses et autres qui font et qui donc s'astreignent à faire un moment de temps fort à la création au féminin. Des mecs, il faut les forcer un peu, c'est leur adjointe qui leur ont soufflé. Bon, c'est pas tout à fait comme ça, mais on pourrait le penser. Mais aujourd'hui, le paysage a radicalement changé et Bruce Mandel existe toujours. Et c'est une vraie interrogation. C'est une vraie interrogation, et je termine là-dessus, c'est que l'année d'après, je suis donc venu à Malraux. J'étais programmateur à Malraux. Donc les spectacles que j'avais programmés à la RIE, quand j'étais à la RIE, je les ai vus en étant ici. C'est marrant d'ailleurs.
Et puis, on a fait un travail un peu identique sur un autre festival. L'autre festival, c'est le festival, qui a été créé par quelqu'un d'autre extérieur, mais qu'on a accompagné, c'est le festival de danse urbaine. Mais moi, ma volonté constante en tant que programmateur ici à Malraux, et Marie, qui est là peut en témoigner, c'était de sortir la danse urbaine de cette sorte de ghetto du festival de danse urbaine. Et aussi vite qu'on a pu, parce que ce n'était pas si facile, on a programmé de la danse urbaine, y compris les grands chorégraphes de danse urbaine, dans la programmation de l'abonnement normal. Donc finalement, l'enjeu sur les danses urbaines, c'était de dépasser. Alors il y a toujours un festival, parce que c'est autre chose le festival, mais c'était d'avoir vraiment une programmation de chorégraphes de hip-hop dans la programmation normale, de sortir du quota du festival, quoi, en gros. Voilà. Alors voilà, je ne sais pas, je n'ai pas regardé dans la programmation si la création féminin quelle est sa présence en dehors du festival, justement. Mais c'est ça aussi la question qu'il faut se poser, parce que pour moi, la danse hip-hop, elle a commencé à exister véritablement à égal avec les autres, quand dans la programmation, la personne qui venait au mois de septembre, elle pouvait aussi bien prendre le ballet de Biarritz contemporain que le ballet de Genève en néoclassique, ou que Mourad Merzouki sur un spectacle. Là, il y avait une sorte, on était sorti du point de départ du hip-hop. Voilà. Et donc, pour moi, c'est autour de ça que tourne la question 20 ans après, quoi. J'ai été trop long? Non, ça va. Tu m'as dit qu'Alain Werner venait pas, donc je me suis dit, je peux... T'as doublé en fait, j'ai parlé le temps de 10 parole. minutes, il y a 3 minutes, c'était pour moi, et les 7 autres, c'est Alain. Mais est-ce que ce festival a été créé par vos adjointes, quand même, pas mal, et on dit même que c'est Françoise Tran, qui était adjointe à la Riche, qui a trouvé le nom. Est-ce que c'est une légende? Est-ce que... C'est une légende urbaine. Parce que si tu es adjoint... En gros, pour les Larichois, c'est quelqu'un de la Riche qui a trouvé le titre. Bien sûr, et pour les Jocondiens, c'est quelqu'un d'autre. Enfin, le titre est bien, en tout cas. On sait pas. Le titre est superbe. On sait plus. Mais, En tout cas, le titre, il a immédiatement... voilà, ouais. fait, mais est-ce que dans vos programmations, avant de créer le festival, il manquait des femmes? Est-ce que vous vous êtes dit, on va faire un festival parce qu'il n'y a pas assez de femmes, on va leur donner plus de chance ou pas? j'ai pas cette impression. Oui, non, c'est possible que non. J'ai pas cette impression parce que à la Pléiade, en particulier en chanson, mais pas que, je me souviens quand même avoir programmé Jeanne Chéral, avoir programmé Juliette déjà, avoir programmé Linda Lemay, avoir programmé la chorégraphe danse chorégraphe qui est à Angers maintenant, qui est associée. Hein? Nathalie Béas, voilà, j'ai programmé d'autres, voilà, des compagnies de théâtre autres. Maintenant, la vraie question, c'est qu'en chanson, je pense qu'une sorte de parité s'est vite installée dans la chanson. Oui. Voilà, parce que c'est comme ça, et que voilà, Piaf traînait, pas attendu aujourd'hui, quoi. Mais dans le théâtre, voilà, c'est sûrement moins net. Et de mémoire, comme ça, quand je repense aux compagnies théâtrales d'il y a 20 ou 30 ans, professionnelles sur Tours, et que je repense à leur directeur ou à leur metteur en scène, il y a Madeleine. Il y avait déjà Interligne, mais pas encore, hein, pas tout à fait. Et puis il n'y avait pas de vous étiez 3. Vous étiez 3, de femmes, un homme, et c'était un travail collectif autour de ce collectif. Mais des compagnies théâtrales avec des metteuses en scène dans les années, fin des années 70. Bon, de toute façon, des années 70, il y avait 4 compagnies professionnelles. Alors, ça allait vite. Mais le Pratos, c'était Gilles et Rabonne. L'Utopie, c'était Patrick Collet. Lente, c'était moi. Et
Et puis les off un peu plus tard. Donc après, il y a eu d'autres lots, mais globalement, j'ai pas souvenir comme ça d'avoir ou alors j'ai parlé de compagnie strictement professionnelle. C'était quand même pas tout à fait le cas à cette époque-là. C'est pour ça que je l'ai pas. Voilà. L'or, c'était un peu plus. Voilà. Mais oui, il y avait l'or, effectivement. Voilà. Mais. Donc, c'est peut-être aussi ça la question, quoi. Voilà. Bon. Et puis, au-delà, en dehors même de Tours et de programmation théâtrale locale, voilà, il n'y avait pas tant que ça d'alternatives. En chanson, le problème s'est jamais posé, et d'une certaine façon, en danse un peu moins. Bon. Mais en théâtre, c'était plus complexe. Voilà. C'est bien, Jean-Louis. Merci beaucoup. On va passer la parole à Marie. Oui, Marie alors Lansac, merci qui est Jean-Louis. la modératrice. Merci, pardon. Merci Jean-Louis, merci à toutes et tous d'être là ici. Merci à Marie-Indy et l'Espace Malraux de nous accueillir. Donc création au féminin, de quoi allons-nous parler ? Eh bien, de parité ou pas, d'inégalité, d'embûches, d'obstacles, de sources de joie aussi, j'espère. Donc je vais d'abord donner la parole à chacune d'entre vous afin que vous vous présentiez. Après, il y aura un petit temps d'échange, de dialogue avec vous toutes. Et après, j'espère, un échange avec le public. Voilà. Donc, Annika, je te laisse la parole. D'accord. Donc, bonjour, je m'appelle Annika Weber, je suis metteur en scène de la compagnie Un jour aux Rives, qui est arrivée en Touraine l'année dernière et qui construit en ce moment sa 3e production, donc ici, en région. Je ne viens pas du jeu, mais j'ai fait une formation en mise en scène qui reliait quand même mise en scène, dramaturgie et jeu au plateau. Donc j'ai un peu une vue globale sur pas mal des métiers du théâtre, que ce soit artistique ou technique ou administratif, de fait, comme sûrement beaucoup d'entre nous, je pense. Voilà. Voilà. Bonjour à tous, donc moi c'est Marie Boisdet, compagnie Avant je voulais changer le monde. Donc on est une jeune compagnie émergente de théâtre. On est actuellement en train de produire notre 3e création, qui est une pièce qui s'appelle Sens d'Annie Eiling. Qu'on a du coup répété en 2018 et qu'on va encore répéter en 2019. Et donc pour parler un petit peu de mon travail, moi je suis artiste associée au sein de la compagnie, également metteur en scène. Et puis après, fonction des projets, on va avoir différents comédiens et potentiellement différents metteurs en scène. Voilà. Mais en ce moment, c'est moi qui suis à la mise en scène du projet qu'on est en train de créer. Parfait. Merci. Emmanuel ? Emmanuelle Trénier, moi je suis comédienne et je co-dirige la compagnie Interligne, qui est plutôt à classer dans la catégorie vieille compagnie détergente, on va dire. Voilà. Et je donne le nom de ma camarade Christine Mariez, avec laquelle je travaille. Dédène ? Ah bon, on passe par là. Bonjour. Alors moi, c'est un peu atypique. Je m'appelle Dédène Volk-Leonovic. Je suis directrice de compagnie que j'ai créée en 1989 et qui est à Toulouse. Je suis en Touraine pour des raisons familiales, mais mon boulot est à Toulouse pour l'instant, parce que c'est très difficile d'ouvrir à une autre région. J'ai dit le nom de la compagnie, Les Arts Bleus. Donc en 30 ans, forcément, on est passé par plein d'auteurs différents. Et notre spécificité, c'est qu'il n'y a pas de metteur en scène attitré. Moi, je suis metteur en scène, mais pour d'autres compagnies, pas dans la mienne. Et on embauche un metteur en scène à chaque projet. C'est-à-dire, on monte un Molière, on embauche un spécialiste de Molière. On monte une comédie musicale, on embauche un spécialiste. Voilà. Et je suis donc metteur en scène, comédienne et chanteuse. Voilà.
Bonjour. Donc moi, je ne suis pas du tout metteuse en scène. Je suis la directrice adjointe du CDN d'Orléans Centre-Val de Loire. Et voilà, je suis arrivée... on m'entend bien ? Oui, J'entends rien. Enfin, moi, oui. Je suis arrivée donc, au CDN en janvier 2017 avec Séverine Chavrier, qui est, elle, metteuse en scène, et que j'espère que vous connaissez, qui travaille beaucoup au plateau à partir d'improvisation, notamment musicale, car elle est également musicienne. Et donc nous sommes arrivés il y a un peu plus de 2 ans, et après plusieurs directions masculines, on va le dire, du CDN d'Orléans. Et là, donc en 18-19, c'est notre 2e saison. On a quand même marqué le coup cette saison avec une grande majorité de créatrices féminines qui présentent leur travail au cours de la saison. Voilà, donc je suppose que c'est pour ça que je suis là. Voilà, donc on est très attentive évidemment aux propositions des créatrices, mais on a aussi beaucoup d'intérêt pour des créations en provenance de l'étranger. Voilà, il y a un regard, voilà, on essaye d'apporter quelque chose d'un peu nouveau au CDN d'Orléans, sans évidemment renier ce qui a été fait auparavant, qui est un très beau travail. Voilà. Alors bonjour, je suis Sylvia Bruyant, je suis comédienne, metteur en scène et directrice de la compagnie Cavalcade qui fête ses 20 ans au mois d'avril. On est une compagnie chartraine. Voilà, j'ai été invitée par la Grange Théâtre de Vaucarny, que je connais bien. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on s'est rencontrés. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en 2011, où on a joué L'Amante anglaise dans le cadre de Bruce Mandel. Donc voilà. donc voilà. 20 ans. Je te passe la parole. Alors moi je m'appelle Anne-Louise de Ségogne, je suis comédienne, metteur en scène et j'écris un peu. Je dirige la compagnie 7 épées. On n'est pas complètement émergent, on n'a pas complètement 20 ans, on va dire qu'on commence à être un peu blette. Voilà. Et je suis un peu dans le même cas que d'Eden, puisque depuis... c'est le 2e projet de la compagnie où on fait appel à un metteur en scène extérieur. Le premier, c'était en 2016 avec, 2013 avec Olivier Bordassar pour Ariane. Ensuite, en 2016, c'est Julien Romelard du NTP qui était venu mettre en scène. Et cette année, pour le solo qu'on vient de créer, c'est Julien Pilot de la compagnie Oculus, que vous connaissez sans doute, qui met en scène. Voilà. Merci pour cette présentation. Donc, vous l'avez compris, hein, on ne va pas faire de cours magistral d'économie ou de sociaux, ça va être des témoignages de femmes, de mères également, bien sûr. Et bon, je suis un petit peu ennuyée parce que j'avais préparé quelques chiffres, donc je pensais qu'il y avait un public qui n'était peut-être pas averti des problèmes de votre profession. Donc, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, parce que ces chiffres, forcément, vous les connaissez. Bon, c'est bien, je vous les rappelle. Oui. Bon, alors, quelques chiffres issus du 2e rapport de l'Observatoire de l'égalité entre hommes et femmes dans la culture et la communication. Ça date de 2014. Alors, au hasard, 22% de metteuses en scène et chorégraphes dans les mises en scène et chorégraphies dans les théâtres subventionnés. 6% de chefs d'orchestre dans les productions d'opéra des théâtres lyriques entre 2013 et 2014. 30% d'autrices dans les invités des 12 principaux festivals aidés par le CNL en 2002. 22% de réalisatrices dans la réalisation des films agréés en 2002. En termes de rémunération, moins 20% d'écart de salaire horaire entre femmes et hommes dans les entreprises culturelles en 2011. Moins 40% dans le domaine de la création artistique pour les établissements subventionnés. Moins 22% dans le domaine du livre pour les subventions moyennes accordées par le CNL en 2002. Au niveau de la consécration artistique, 4 Césars du meilleur film sur 39 lauréats, soit 10% entre 1973 et 2013. Une Palme d'Or au Festival de Cannes pour 51 lauréats entre 1970 et 2013, soit 2%. 4 victoires de la musique du meilleur album pour 44 lauréats de 1985 à 2013, soit 9%. 170 prix littéraires sur 322 lauréats entre 1900 et 2013, soit 23%.
Au niveau des postes de direction dans le secteur culturel, 27% au ministère de la Culture, 29% aux services à compétence nationale, 25% dans les établissements publics, 26% dans les labels subventionnés de création artistique. Alors, 3 ans plus tard, en juillet 2017, les directrices et directeurs des CDN lancent un appel pour la parité et la diversité. Cet appel décidait entre autres que les programmations des théâtres seraient totalement paritaires et préconisait également un traitement salarial égalitaire, que ce soit pour les permanents ou les intermittents. Or, à la lecture du rapport du collectif HF Île-de-France paru en février de cette année, on s'aperçoit que les lignes n'ont guère changé. Ainsi, au 1er janvier de cette année, sur 38 centres dramatiques nationaux, en incluant les codirections, on compte 13 femmes pour 27 hommes. Le rapport précise également, je cite, qu'il n'existe aucune volonté affirmée de ne pas donner de poste à responsabilité aux femmes. Là réside la difficulté. Il s'agit plutôt d'un traitement défavorable des femmes par omission. Donc je me tourne tout naturellement vers Mathilde, qui est vice-présidente du CDN d'Orléans, qui était signataire de cet appel de juillet 2017. Pourquoi les choses sont-elles si longues à se mettre en place? Alors, oui, ça marche. Pour les CDN, je pense qu'il faut quand même préciser que sur les nominations de direction, les choses, moi depuis que je suis arrivée, les choses ont énormément changé. C'est-à-dire que le nombre de 13 directrices, c'est très récent. Au moment où je suis arrivée, je pense qu'on était à beaucoup moins, enfin je dirais 5, 6. En fait, il y a juste le jeu des mandats qui fait qu'on ne peut pas remplacer du jour au lendemain tous les directeurs de CDN. Mais ce qui est intéressant chez nous, c'est que les mandats sont le premier mandat est de 4 ans, renouvelable 2 fois 3 ans, donc on arrive à un total maximum de 10 ans. Ce qui fait que nous, dans 10 ans, en CDN, contrairement à tout le reste du secteur artistique et culturel, on sera à la parité, puisque là, sur toutes les dernières nominations des 2 dernières années, on est à la parité. Vraiment. Donc ça, c'est important de le signaler, et je pense que du coup, c'est vraiment une donnée significative dans notre secteur et c'est très singulier chez nous, et c'est pas le cas dans les scènes nationales, par exemple, où, sauf en EPCC, où où le directeur est nommé pour une durée limitée, je crois, dans les EPCC, donc un mandat de, je crois, 3 ans, 4 ans, je ne suis pas certaine. Mais sinon, les directeurs de scène nationale dans des associations de scène nationale peuvent rester ad vitam aeternam. Enfin, ils sont en CDI, et c'est là où ça devient plus problématique. En tout cas, nous, franchement, en 2-3 ans, on a fait énormément pour la parité en termes de direction, enfin de nomination dans les directions. D'accord. Donc je trouve qu'on n'est pas si mauvais élèves, et c'est vrai qu'après au sein on a quand même ces discussions très très régulièrement au niveau de l'association des centres dramatiques nationaux, et cette question elle est sans arrêt évoquée. Enfin, je pense qu'on a vraiment pris à bras le corps cette question. Après, sur l'histoire sur le manifeste, là, qui n'a d'ailleurs pas été signé par tous les CDN, il en manque une dizaine, je me rappelle, en fait, ça a soulevé énormément de discussions, parce qu'on parle de parité, mais on parle aussi de diversité, ce qui est fondamental. Et c'est vrai que, pour le coup, la parité, ça ouvre la porte à aussi la question de la diversité. Et c'est surtout ça qui avait posé problème au moment de la discussion de ce manifeste, parce que en termes de diversité, on n'y est pas. On pourrait donner les chiffres aussi, et là, ils sont assez affligeants. Pardon, du coup, je me suis peut-être écartée de la question initiale. Du tout. Merci beaucoup pour ces précisions. Mais en tout cas, nous, vraiment, dans 10 ans, au maximum, on sera à la parité dans les directions. Ça, c'est vraiment intéressant. En scène nationale, on n'y est pas du tout. D'accord. Voilà. Après, sur les autres, en CCN, je ne sais pas exactement. Mais je pense qu'il y a, en fait, proportionnellement au nombre d'interprètes féminins dans la danse, on a un nombre de directeurs beaucoup plus important, ce qui est assez questionnant aussi en CCN, mais je n'ai pas les chiffres en revanche. D'accord. Merci beaucoup, Mathilde, pour ces précisions. Donc, en termes de parité, d'inégalité, vous toutes qui avez monté vos compagnies, qui êtes toutes comédiennes, metteuses en scène, qu'est-ce que vous voulez... Que pouvez-vous témoigner sur ce sujet? Moi, je veux bien parler parce qu'en fait, moi, personnellement, en 30 ans de carrière, je n'ai jamais été payée moins qu'un homme sur le même plateau que moi.
Bon, après, c'est peut-être dans le milieu dans lequel j'évolue. Dans ma compagnie, c'est comme chez Mnouchkine, quoi. Que ce soit un technicien, un décorateur, un metteur en scène, on est tous pareils. Et qui décidait des rémunérations? C'est nous. D'accord. C'est une Oui. compagnie. Oui, oui. Une compagnie, c'est pas une monarchie, quoi. Oui, oui, bien sûr. Mais même dans les compagnies extérieures dans lesquelles j'ai joué à Paris sur une grosse structure, on était tous payés pareil. Pourtant, il y avait des gens célèbres, entre guillemets, mais on avait les mêmes cachets, quoi. Enfin, je sais pas, je suis atterrée quand j'entends les chiffres, mais en tout cas, moi, au plateau, j'ai jamais vécu cette différence-là, quoi. Voilà. Qui d'autre veut témoigner? Emmanuel? Non, excuse-moi, c'est bon, merci. Ouais, enfin, ce qui a changé, ce qui change la donne, c'est dès lors que les femmes prennent la main sur leur outil de travail, en fait. C'est ça ce qui change tout. En tout cas, quand on est... moi, je vais parler de mon expérience. Quand on est comédienne, interprète, qu'on est freelance, on est tributaire du désir, avec des gros guillemets, d'un metteur en scène, d'une metteur en scène. Et voilà, et on attend que ça tombe, quoi. Et à partir du moment où on crée sa compagnie, eh bien, on gagne la liberté de monter ses propres projets, voilà, ce qu'on a envie de dire, et c'est là que ça change tout, finalement. Hein. Alors après, encore une fois, moi je parle de moi. Effectivement, en théâtre, c'est sans doute plus long à venir, parce que d'abord... un artiste, c'est long à construire, que qu'on soit un homme ou une femme, je pense. Et peut-être plus pour les femmes, en tout cas en ce qui me concerne, je sais qu'il y a toujours eu une question de légitimité. Effectivement, nous, par exemple, à la compagnie Interligne, on a aussi souvent invité des metteurs en scène. Avant de nous-mêmes décider qu'on prenait aussi la main sur l'objet artistique. Et on s'est mis à écrire nos spectacles. Mais il a fallu du temps. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Alors peut-être que c'est aussi une question de génération, j'en sais rien. Peut-être, j'ai l'impression quand même que les jeunes nanas de maintenant sont plus mordantes et se lancent avec peut-être moins de doutes, moins de questionnements, je sais pas. En tout cas, c'était mon cas. Effectivement, c'est pas spécialement une question que je me suis posée de est-ce que je suis légitime ou pas pour monter cette compagnie. Voilà, j'avais un propos à tenir, voilà, des désirs artistiques, donc j'y suis allée après. C'est vrai que quand on a nous fondé la compagnie, on était plusieurs, donc on était deux femmes et un homme. Donc voilà, aussi voilà, pareil, il y a pas eu la volonté de créer une compagnie non plus de femmes. Et comment ont évolué les compagnies en 20 ans? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de compagnies qui sont dirigées par des femmes maintenant? Est-ce que vous pouvez un petit peu, historiquement, Annika, peut-être Non, alors historiquement, je ne sais pas du tout. Et justement, je trouve ça très intéressant comme question. En fait, depuis que je sais qu'il y a cette table ronde et que je dois sûrement pouvoir contribuer à quelque chose, sinon je ne serais pas là, je me demande en quoi ça me concerne. Et je sais que ça me concerne. Mais par exemple, moi, je n'ai pas du tout les chiffres en tête. Je ne sais pas qui est payé plus ou moins. Je sais qu'effectivement, en intermittence, j'ai jamais eu ce problème-là, mais parce qu'on s'organise nous-mêmes en compagnie, on n'a pas de patron. Enfin... et là où je trouve ça intéressant, c'est que c'est des données qu'on ne peut pas prouver ou analyser. Comme chacun est un être humain avec son point de vue et sa sensibilité artistique, et les hommes et les femmes, enfin, on est tous des individus. Alors à partir de là, comment comparer en fait? Comment je ferais pour comparer si j'ai été désavantagée parce que je suis une femme? Parce que je vais pas pouvoir proposer le même spectacle en tant que femme et en tant qu'homme au même programmateur pour après pouvoir comparer.
Je peux pas. Donc forcément, je propose mes projets comme un metteur en scène propose, enfin un homme propose ses projets à lui, peut-être au même programmateur, mais du coup, on peut pas comparer, on peut pas savoir. Donc je trouve ça intéressant parce que je sais que ça existe, la discrimination. Je le sais parce que je connais beaucoup de jeunes metteurs en scène et jeunes metteurs ou metteuses en scène, selon. Et les retours que j'ai, c'est quand même que qu'il y a une différence au niveau peut-être de la prise au sérieux quand on va en rendez-vous, qu'il y a plus de retombées de manière magique pour mes amis hommes que pour les amis femmes. Mais c'est pas chiffrable. Je peux rien mettre dessus, autre que ça, ce sentiment. Et en même temps, j'ai pas envie de dire il y a une discrimination, je suis la victime de quelque chose, parce que c'est pas non plus mon vécu. Jean-Louis, tu voulais t'exprimer ? Oui, je vais changer de casquette 30 secondes pour prendre celle de responsable monarchique d'une compagnie théâtrale. Pour le coup, et je l'assume. Il n'y a évidemment aucune disparité de salaire à l'intérieur de la compagnie depuis 35 ans. Enfin, j'ai toujours payé de la même façon les comédiens et les comédiennes sur un même plateau. Voilà, ça c'est une sorte de postulat comme ça. J'ai, avec d'autres, j'ai introduit en Touraine le match d'improvisation et eu des responsabilités au plan national sur ce sujet-là. Dans la charte de l'écriture des matchs d'improvisation telle qu'elle a été conçue par des Québécois, c'est peut-être pas anodin, une équipe est composée de 3 joueurs et 3 joueuses. On laisse le coach libre, ça peut être... voilà. Mais là encore, beaucoup de femmes coachent. Mais c'est écrit. Il est écrit qu'une équipe est composée de 3 joueurs et 3 joueuses. C'est-à-dire que la parité, elle est inscrite, pas seulement dans l'idée ou la volonté, mais elle est écrite dans le spectacle. Donc, chaque fois qu'on fait un match d'improvisation, on a autant de comédiens que de comédiennes. On a eu des techniciens, mais on a eu quelques techniciennes. Même à certains moments, on avait une équipe féminine. Mais globalement, la parité, elle s'arrête aussi des fois dans les coulisses ou en plateau et autres. Parce que là, sur les techniciens, la parité, elle est plus compliquée. Et puis, quand je monte Scapin, j'ai énormément de mal à avoir une parité sur le plateau, quoi. C'est-à-dire que si je monte pas... Évidemment, si on a un auteur contemporain, c'est plus simple. Quoique, cette année, c'est un auteur contemporain qui m'écrit de spectacle et c'est pas vrai. Mais globalement, dès qu'on fait référence à... C'est le même problème, en fait, que les 9 ans pour passer dans les CDN. Sur le corpus d'auteurs, il faut 3 siècles. Il faut 3 siècles pour arriver à avoir autant d'auteurs féminins que d'auteurs masculins et que dans leur distribution, il y a autant de femmes que d'hommes. Parce que les pièces, elles sont censées être le reflet de la société autre. Il y a autant d'hommes que d'hommes, mais dans les rôles de pouvoir, les rôles de choses et tout. Voilà. Donc, c'est pas aussi simple. Donc, effectivement, sur les 20 dernières années, j'ai en moyenne 4 comédiens, 2 comédiennes dans mes spectacles. C'est une moyenne. Mais je réfléchis à comment je peux faire autrement, et c'est pas facile, quoi. Genre, j'ai fait jouer déjà des hommes par des comédiennes, des personnages masculins par des comédiennes, mais voilà, c'est une limite aussi, quoi. C'est compliqué. Donc c'est pas aussi simple que ça, quoi. Alors évidemment, quand on crée ses propres spectacles, on les écrit, voilà. Mais il faut un peu de temps pour passer d'un modèle à un autre, voilà. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais ajouter pour dire que voilà, c'est pas parce que je crois pas que ce soit parce que je suis un metteur en scène homme monarchique que j'ai plus de comédiennes que de comédiens, plus de comédiens que de comédiennes. Je crois pas que ce soit la raison. Voilà, c'est plus compliqué que ça, quoi. Tu veux rebondir Oui, mais il me semble qu'on ne va pas se mettre à créer volontairement des spectacles où sur le plateau, on a 5 filles, 5 mecs. Enfin, je veux dire, ça me semble un peu, pour le coup... Quand on lit les chiffres comme ça, ils
renvoie bien à ça. C'est-à-dire que, Bah non, il renvoie pas à ce qui se passe artistiquement sur le plateau. Mais n'empêche que il y a, on est dans cette réalité. Et c'est important d'en parler. Pourquoi il y a si peu de rôles féminins, en fait, même au cinéma. Enfin, c'est une question fondamentale. Et évidemment, ça nécessite de parler d'artistique, mais selon moi, il n'y a pas que l'artistique qui est en jeu là-dedans. Ça révèle beaucoup de choses de notre imaginaire collectif aussi. Enfin... Oui, je te rejoins complètement là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une problématique de base qui est, et je te rejoins aussi, qui est la distribution des rôles. Enfin, c'est extrêmement difficile de trouver des pièces avec des rôles féminins. Enfin, moi, pour mon expérience personnelle, j'en ai parlé à des amis metteurs en scène filles. Parce que moi je dis metteur, voilà, je sais qu'il y a des filles qui, mais moi c'est metteur, et on a la même expérience, c'est-à-dire que moi à la base je me sens beaucoup plus comédienne que metteur en scène, et je fais le job de metteur en scène depuis 20 ans, et j'ai été contrainte, c'est un peu dur comme mot, parce que j'adore faire de la mise en scène, mais en fait quand je suis allée à Paris faire mes cours de théâtre privé pour devenir comédienne. Moi, je suis pas du tout d'un milieu artistique. Mon père était couvreur, ma mère était serveuse, rien à voir avec la choucroute. Et à l'école, on m'a dit, personne ne vous attend, personne. Il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de boulot. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de réseau, il n'y a pas de travail. Et donc, je me souviens avoir regardé le prof, je dis, bah, super, c'est début d'année, et je dis, bah, super, comment on fait pour travailler? Il fait, franchement, le mieux, c'est de vous donner du travail vous-même. Et j'ai monté la compagnie, j'avais 19 ans pour ça. C'était pas pour autre chose. J'avais pas un désir de mise en scène, j'avais un désir de jouer. Et donc je me suis dit, tiens, je vais me mettre en scène dans mes propres spectacles puisque personne va venir me chercher. Et là, c'est là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, je le vois avec tous mes copains, maintenant ça va faire un bout de temps que je fais ce métier. Mon mari est comédien aussi, il travaille plus que moi, c'est-à-dire qu'il a plus d'auditions que moi, il a plus de casting que moi, et je démarche beaucoup plus que lui. et pas parce que les gens me voient en tant que femme, c'est juste que les rôles de nana, que ce soit au cinéma, et là je te rejoins, ça c'est très ancré. Alors ça bouge dans le théâtre contemporain, mais effectivement, tu prends une pièce classique, tu vas avoir peut-être 3 rôles de filles, et généralement, quel rôle? Ouh là 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 là. C'est ça, de moins de 30 ans. Alors passé 40, je le vois là depuis quelques années, ça devient compliqué pour avoir des auditions. Donc voilà, et là où je te rejoins, c'est qu'en même temps, moi je suis metteur en scène, jamais je me suis posé la question de me dire, il faut qu'il y ait 2 filles, 2 mecs sur un plateau. Si je craque sur une pièce avec 3 mecs, il y aura 3 mecs sur un plateau. Je me la poserai pas la question, je me la pose jamais quand je travaille. Enfin, moi, personnellement, jamais, en tant que femme, je me pose la question de la parité dans mon équipe. Je travaille avec les gens parce que j'ai envie de travailler avec eux, pas parce que c'est des mecs ou des filles. Là, en ce moment, je travaille avec une régisseuse femme, Marlène, elle est géniale, mais je trouve qu'elle est géniale parce qu'elle est hyper pro, pas parce qu'elle c'est une fille. Je me suis même pas posé la question. Et quand je choisis un texte, je me pose pas la question. Si je me pose la question d'un truc, c'est le rôle que je vais tenir moi. Puisque l'idée, c'est d'être mon propre directeur de casting. Donc, c'est toute la question que je me pose. C'est quel rôle je veux me distribuer à moi. Et puis après, s'il y a d'autres filles, c'est super. Alors maintenant, depuis peu, je suis auteur. Je dis auteur, je suis vraiment désolée pour ça, mais auteur, voilà. Et là, dans la pièce que j'ai écrite, là, pour le coup, on est 2 filles, 2 mecs. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est un pur hasard. Je me suis même pas posé la question. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que il y en a certains d'ici qui ont vu Pompe funèbre Bémo, le spectacle que j'écris, celle qui porte la culotte dans le spectacle, c'est vraiment les gonzesses. Et bon, bah alors, peut-être que j'ai mis autre chose, un message derrière, mais tout ça inconsciemment, quoi. Voilà. Moi, je voudrais bien rebondir sur ce que disait Annika à propos de la légitimité. Et je crois que je ne suis pas sûre que les comédiens de ma génération avec lesquels je travaille me renvoient le fait que c'est un problème que je sois une fille sur le plateau. Mais je crois que moi, parfois, en tant que metteur en scène, je flippe de ça et que je crois que j'en fais plus ou je vais un peu faire la roue et faire des numéros de claquettes pour prouver enfin pour leur dire mais je suis une fille mais regardez enfin voilà, je suis une fille mais je peux quand même être le metteur en scène et je crois que c'est pas forcément dans le réel que ça se tisse, c'est aussi dans ce qu'on
dans ce qu'on traîne derrière nous et dans ce qu'en fait dans ce qui est inscrit en fait et qui dépasse un peu. Effectivement, je travaille aussi avec des jeunes artistes, des jeunes actrices, des jeunes régisseurs qui sortent de l'ENSAT, etc., qui ont 25 ans, qui n'ont pas du tout le même rapport au plateau, pas du tout le même rapport à leurs collègues j'ai effectivement la sensation que ça leur traverse pas du tout l'esprit, la légitimité, et je les sens hyper vigilantes par rapport à ça. S'il y a un quelconque mec qui se met ça va être immédiat, quoi. Alors que moi, je vais immédiatement faire « Ah oui, c'est vrai, pardon ». Puis après, je vais faire « Non, mais comment ça, pardon, pas du tout. De quoi on parle? Il n'y en a pas question ». Mais je crois qu'on est quand même tributaire. Enfin, je ne suis pas sûre que les mecs de notre génération véhiculent un réel machisme, quoi. Je crois que c'est qu'on se traîne aussi ceux de la génération précédente. Et je pense qu'en tant que comédienne, pour le coup, dans des équipes où j'ai pu souffrir de maladresse ou d'attitudes déplacées, c'était toujours d'hommes qui n'étaient pas de ma génération, qui étaient plus vieux. Voilà, je crois que... Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc voilà. Alors justement, au sujet... Oh, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais. Parce que moi, je suis aussi par ailleurs prof de théâtre, d'impro. Et j'ai remarqué cette tendance aussi même chez les comédiens amateurs. En tout cas, chez les comédiennes, il y a beaucoup plus d'inhibition et de temps pour travailler sur améliorer la confiance en soi. Alors que j'ai remarqué que les comédiens amateurs débutants, au même niveau, qui commencent le théâtre, ont moins d'inhibition et moins de difficultés à s'affirmer sur scène que les femmes. Donc aussi, je pense que ça vient aussi d'un travail de nos sociétés d'éducation, aussi de comment est-ce qu'on éduque les petites filles et les petits garçons. Ouais, je pense que ça vient de là aussi, quoi. Vaste et très complexe ce problème. Oui, moi je rebondis un peu sur ce qu'a dit Annika au niveau du fait d'être prise, peut-être moins prise au sérieux qu'un homme. Alors, il y a mes confrères de TMV qui ont sorti un dossier sur la création féminin cette semaine. Et alors, dans les témoignages, il y a eu pas mal de témoignages d'une plasticienne, d'une slameuse qui dit « on n'est pas souvent prise au sérieux ». Qu'est-ce qu'elles disent d'autre? Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. On doit en faire 2 fois plus que les autres. Voilà, une slameuse qui dit dans les concours, même si tu es la meilleure, tu ne seras jamais première. Un sexisme d'autant plus évident si tu n'es pas de type caucasien. La femme aura toujours davantage de travail à fournir pour être considérée. Claire Diterzi a dit cette chose splendide. La figure de la sorcière est toujours là. La femme qui est libre, qui est intelligente et qui a les yeux verts, elle dérange et on la crame. Quand j'ai fait la Villa Médicis, je m'en suis pris plein la gueule. Si j'avais été Vincent Delerme ou Grand Corps Malade, on ne m'aurait pas attaqué comme ça, j'en suis sûre. Une jeune auteure de BD qui dit qu'on demande par exemple aux femmes des délais beaucoup plus courts qu'un homme. Vous allez dire que je parle beaucoup de chiffres, mais on peut dire aussi qu'il y a 0 femme présente dans le top 10 des DJ les mieux payés de la planète. Voilà. Quelques chiffres comme ça en vrac, est-ce que ça vous évoque, est-ce que ça vous parle? Parce qu'il semblerait que quand on est comme vous, fondatrice et directrice de compagnie, vous êtes peut-être plus protégée que d'autres sphères culturelles. Je ne sais pas, c'est une question que je me pose en toute innocence, puisque vous avez créé votre outil de travail, puisque vous avez la main mise sur votre outil de travail. Pour répondre à ça, il y a 2 casquettes. Il y en a plusieurs, mais il y a une vraie différence entre la casquette de metteur en scène et la casquette de comédienne. Effectivement, quand tu es metteur en scène, j'ai pas, en tant que metteur en scène, ressenti de discrimination. Alors, discrimination, on va dire, par exemple, si ça va être ce que j'appelle de la galanterie. C'est-à-dire que le metteur en scène qui veut décharger son camtar de 20 mètres cubes, où tu vas avoir le régisseur qui fait non, vous embêtez pas, et qui va pas le dire du tout au comédien, mais parce que j'étais pas enceinte à ce moment-là. Voilà, mais j'ai pas l'impression que ça m'a freiné dans la diffusion du spectacle, et c'est là où je te rejoins, c'est que
Après, les programmateurs peuvent plus parler, mais moi qui fais le Festival d'Avignon depuis 17 ans maintenant, je vois mal un programmateur dire je ne vais pas prendre ce spectacle parce que c'est une femme. Enfin, tu vas voir un spectacle, je me dis, il craque dessus, ça correspond à sa prog, il va prendre ce spectacle. Enfin, moi, je me suis pas dit, j'ai moins vendu ce spectacle-là, j'aurais été un mec, il aurait plus été diffusé. Voilà. Par contre, là où j'ai pu le ressentir, c'est plus en tant que comédienne. Et surtout en tant que comédienne mettant en scène. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les metteurs en scène... Alors j'ai joué pour d'autres et j'en suis ravie, mais pas assez à mon goût, parce que c'est vraiment une complexité. C'est à partir du moment où un metteur en scène sait que tu es comédienne, moi je l'ai vécu, et que tu es metteur en scène, c'est-à-dire que tu diriges aussi des gens, c'est extrêmement difficile. Alors on va me dire c'est pareil pour un comédien qui met en scène. Non, j'étais dans un spectacle, une grosse production parisienne, on était 12 comédiens, et il y avait des comédiens qui étaient metteurs en scène et qui bossaient beaucoup plus régulièrement que moi, et ça posait beaucoup moins de problèmes. Alors que moi, en étant comédienne et la casquette de metteur en scène, pour le metteur en scène mec, il y avait un côté un peu... une comédienne, ça doit rester à sa place de comédienne, quoi. Je l'ai ressenti. Voilà. À partir du moment où tu es comédienne et metteur en scène, on se disait peut-être être un peu chiante celle-là à diriger. Voilà. Et je pense qu'il se posait moins la question quand c'était un garçon. Donc c'est plus sur cet aspect-là où j'ai pu le ressentir. Oui, dire sur ces propos, je veux bien dire deux, trois choses. Alors d'abord, c'est très vrai que moi, quand j'allais à Avignon, je regardais le titre, l'auteur, deux, trois choses sur un spectacle, j'allais le voir et si ça me plaisait, je regardais qui avait fait la mise en scène, mais j'allais pas voir un spectacle en sachant qui avait fait la mise en scène. Donc ce critère-là, a priori, il n'existe pas quand on fait de la programmation et qu'on va voir des spectacles. Enfin, on regarde le titre, on regarde de quoi ça parle, on regarde éventuellement deux, trois choses puis après on y va. Et puis bon, ah tiens, c'est une metteur en scène, une femme, je vais pas le prendre. Mais non, ça fonctionne pas comme ça. Donc ça, je crois qu'effectivement, c'est pas le problème. Et puis, alors, je voulais faire deux remarques en fait, en dehors de celle-là qui était plus une réaction. Les deux remarques, c'est d'abord, il n'y a pas réellement de raison que le monde de la création artistique échappe à ce qu'est la réalité globale de la société. Bon, la semaine dernière, il y a eu une menace de grève des joueuses de tennis pour que les prix à l'US Open soient les mêmes que pour les femmes que pour les hommes. En disant, c'est les mêmes personnes qui regardent et tout. Et il y a quand même un joueur masculin qui a dit, on fera la finale l'un contre l'autre. Et puis on verra on fera une finale homme-femme à la fin entre les deux vainqueurs pour savoir qui doit être mieux payé. Ce qui était, il y en a qui l'ont mal pris. Ils l'ont mal pris. Lui, il a dit après que c'était de l'humour. Alors, donc ça existe dans tous les domaines. Enfin, donc il n'y a aucune raison que dans le domaine de la création artistique, ça y échappe. Et l'intérêt, ce serait de voir si le différentiel dans la culture, il est plus ou moins important que dans d'autres domaines de la société. Ce serait ça le critère. Oui, parce qu'on pourrait présupposer, vu de l'extérieur, pour un public lambda qui ne connaît pas du tout ces sphères-là, on pourrait présupposer justement qu'il y a beaucoup plus de parité dans ces sphères-là. Non, je te parle d'un public lambda qui ne connaît pas. Oui, non, enfin, a priori, ça pourrait être vrai dans des tas d'autres domaines où on pourrait se dire quand même, chez les notaires, ils pourraient faire attention. Donc non, je ne suis pas entièrement... Voilà. Donc ça, c'était la première remarque, quoi. Voilà, c'est un état de la société, donc il faut lutter globalement dans la société, puis chacun agir à sa place. Mais c'est les deux qui vont avancer conjointement. Puis la deuxième chose, c'est que le paradoxe, justement, dans la culture, c'est ce qu'on soulignait tout à l'heure. Alors, pour les CDN, c'est en cours. Pour les scènes nationales, ce n'est pas encore le cas. Mais globalement, quand même, en particulier dans les collectivités territoriales, on est affaire à une profession qui s'est massivement féminisée pour les programmatrices, les programmateurs, etc., depuis 20 ans, depuis 20 ou 30 ans. Je suis persuadé, si on faisait des chiffres, qu'il y a plus d'adjointes à la culture que d'adjoints à la culture. Alors, pour des mauvais... Sûrement pour... Hein ?
Oui, pour des mauvaises raisons peut-être. Mais en tout cas, c'est aussi le cas. J'étais la semaine dernière un jury dans un concours interne de la fonction publique territoriale de professeurs d'enseignement artistique, option art dramatique. Il y avait 25, on a auditionné 25 personnes, il y avait 6 hommes. Donc, voilà, donc ils vont former les comédiens de demain et les comédiens et les comédiennes de demain. Et la profession est massivement féminisée également. Donc tout ça, c'est des paradoxes quand même, qui devraient conduire à aller, sauf si les blocages, ils sont plus psychologiques, plus inscrits dans le profond des choses que simplement de se dire, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est ça, quand on a un homme qui va présenter un spectacle, il a plus de confiance. C'est peut-être vrai, mais 9 fois sur 10, la personne qui vient me présenter un projet ou un spectacle, c'est une femme. Parce que les agents, les chargés de diffusion, les chargés de com, l'autre, c'est quand même aujourd'hui massivement des femmes. Donc, du coup, ce serait... et je ne crois pas que ce soit que les 20% de spectacles dont les chargés de com sont des hommes qui tournent, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est dans quelque chose de paradoxal assez fortement, quoi. Ou alors pas paradoxal du tout, du coup. Mais ancré dans une réalité extrêmement... profonde. La différence, elle se joue quand même sur les postes à responsabilité. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est là où vraiment, on voit bien que les filles, elles n'accèdent pas aux mêmes responsabilités que les hommes. Mais c'est à l'image de ce qui se passe en effet dans le reste de la société. On le voit même en formation supérieure à la fac, une majorité d'étudiantes qui après ne se retrouvent pas dans les postes à responsabilité. Donc, et on est vraiment pas du tout épargné par rapport aux autres secteurs parce que nous, on est quand même le haut lieu de la domination masculine. Clairement, il y a quand même des rapports de pouvoir aussi et la domination de l'argent qui font que, en tout cas dans le réseau scène nationale, CDN, il y a une majorité d'hommes qui programment, donc qui prennent les décisions. Et je dis pas qu'ils font la discrimination. Je dis pas que clairement, dans leur tête, ils sont discriminants. Mais c'est plein de choses intégrées. Voilà, c'est toute notre culture, en fait, qui fait qu'on prend ces décisions à tel moment. Et on peut parler aussi des gros budgets. En fait, les gros budgets de production en théâtre, ils sont monopolisés par les hommes. Clairement, là, on voit le festival Le Printemps des comédiens à Montpellier. C'est simple. Il n'y a que des têtes d'affiche masculines, que des metteurs en scène têtes d'affiche hommes, Ostermeyer, McBurney, Gosselin, tout ça. Et on a 22 propositions de metteurs en scène masculins, têtes d'affiche, et 5 propositions de jeunes femmes, en fait. Il y a les grands et les jeunes femmes. Mais c'est criant. Je prends l'exemple du Printemps des comédiens parce qu'il est criant, en fait. Mais sur les gros budgets, les grosses productions, puis même, moi, justement, quand on a fait cet exercice de faire notre programmation majoritairement féminine, en fait, c'est un exercice. Ça ne vient pas naturellement. Il faut être franc. C'est-à-dire que, par exemple, moi, si on me demande là de citer les 10 metteuses en scène qui m'ont influencé dans ma vie, comme ça, sans réfléchir, franchement, je cite, je dirais 8 hommes et 2 femmes. Et c'est aussi problématique quand on commence à réfléchir à qui sont les metteuses en scène de plus de 50 ans. Ça, justement, nous, on a fait l'exercice. Et là, pour le coup, en effet, en termes d'émergence et tout, il y a beaucoup de femmes qui viennent et qui ont le droit de s'exprimer et on leur donne de la visibilité. Mais il y a toute une génération de femmes qui n'a pas pu s'exprimer, en fait, parce que les metteuses en scène de plus de 50 ans, Mouchkine, Macha Makiev, j'en sais rien, j'en oublie, il ne faut pas les vexer, voilà. Mais c'est pas simple du tout, alors que des metteurs en scène de plus de 50 ans qui ont tout eu, en fait, qui ont dirigé tout le temps, des lieux toujours plus prestigieux, il y en a énormément. Et ça veut dire qu'on doit rattraper ça, en fait. Et c'est là où l'enjeu est énorme. Par exemple, au TNP de Villeurbanne, je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire, mais il y a eu un appel à candidature, donc c'est un des plus grands CDN de France, qui s'inscrit directement dans l'histoire du théâtre contemporain. Donc il y a tous les plus grands noms de metteurs en scène qui sont passés, qui l'ont dirigé depuis 20 ans. Là, et donc, ils ont ouvert l'appel à candidature pour janvier 2020. Il y a eu 17 candidatures masculines et 1 candidature féminine. Et donc nous,
au sein des CDN, on est en plein dans cette discussion-là et c'est passionnant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des freins qui sont intégrés, qui sont en nous, qui font que les candidatures féminines, elles ne se sentent pas forcément habilitées à candidater dans les gros lieux, alors que CDN de Vire, je pense qu'ils ont eu une majorité, il faudrait que je vérifie, mais ils ont eu une majorité de candidatures féminines. CDN de Vire, CDN de Thionville, tous les petits lieux. C'est-à-dire que des lieux qui font moins peur. Alors qu'évidemment, le TNP Villeurbanne, c'est l'institution. Enfin, tu t'inscris directement dans l'histoire du théâtre contemporain. Donc, évidemment, c'est une image qui peut faire un peu peur. Et donc, ils ont prolongé l'appel à candidature pour solliciter davantage de candidatures féminines. Ils ont eu 2 candidatures. Voilà. Mais donc, c'est en fait sur les très gros budgets. Et enfin, voilà, là, on se rend compte qu'il y a une vraie problématique. Et après, on va la régler progressivement, puisque les jeunes femmes émergentes, elles vont réussir à avoir des budgets à créer. Et plus tard, elles vont pouvoir accéder à des plus gros budgets. Mais on en est au tout début. Enfin, selon moi. Mais cet été, c'était très drôle à Avignon, parce que dans le IN, il y a eu tout un foin, parce que Pi a donné une thématique au festival qui était donc le genre, avec une programmation à 80% masculine, ce qui est toujours un petit peu maladroit. Voilà. Et donc, il a pris dans la gueule Carole Thibault, l'inénarrable Carole Thibault, la formidable Carole Thibault, donc directrice du CDN de Montluçon, qui a fait un espèce de discours magistral. Je pense qu'il est encore en train de chercher ses molaires sous une table, le pauvre. Enfin bref, ça a été... voilà, mais c'est quand même énorme, le directeur du festival d'Avignon, Olivier Pi, qui donne comme titre le genre à son festival et qui maintient la parité aux oubliés. C'est pas possible, quoi, c'est déliant. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, mais ce qui est intéressant, c'est je crois qu'il y a les 2 problématiques qui se confrontent. C'est qu'à la fois, il y a certainement, et on le voit tous les jours, des hommes qui vont avoir des conduites discriminantes, mais il y a aussi le problème des permissions qu'on s'octroie nous en tant que femmes. Il est là, parce que là, quand j'entends 2 candidatures, c'est pas un problème d'homme, c'est un problème de nana. Oui, de société. Non, mais c'est important de le dire aussi. De la permission qu'on s'octroie nous en tant que femmes ou pas. C'est-à-dire que quand la société bouge. Et effectivement, moi, je le vois à Avignon, et depuis 17 ans, c'est impressionnant. On est de plus en plus, en tout cas dans le secteur privé, parce que je ne connais pas du tout le secteur subventionné, pour le coup. Dans le secteur privé à Avignon, on est de plus en plus de filles metteurs en scène à Avignon. C'est impressionnant. Et plus je prends en âge, et puis je vois maintenant... la première fois que j'ai fait à Avignon en tant que metteur en scène, j'avais 23 ans. Et franchement, on n'était pas beaucoup, quoi. Et maintenant, il y en a plein de filles de la vingtaine qui présentent des spectacles à Avignon. Donc j'ai l'impression que les mentalités, même, on s'autorise aussi, la société bouge et on s'autorise aussi des choses. En fait, j'ai envie d'être positif, quoi. Je me dis que c'est en train de bouger aussi. Enfin voilà, ça bouge. Et puis dans 20 ans, ça bougera encore plus, quoi. Quelqu'un veut... peut-être, oui. Soit on termine les témoignages et après on imagine un temps d'échange et de questions avec le public, ou comme vous voulez. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole Moi j'ai envie quand même. J'entends des femmes, je pense que je suis un peu dans la tranche d'âge le plus haut de toutes les femmes metteurs en scène, comédiennes qui sont là. Et à aucun moment dans ma vie, dans ma carrière, je ne me suis posé la question de légitimité. Ça m'étonne de vous entendre dire ça, les filles. Est-ce que je suis légitime parce que je dirige des gens? En fait, pour moi, c'est une question de place. Si on est à la bonne place, on est légitime. Et ça m'étonne aussi ce que tu dis sur ces candidatures, les femmes qui n'ont pas osé. C'est parce qu'elles ne pensaient pas. En fait, je suis peut-être anti-féministe, je ne sais pas, mais je ne comprends pas pourquoi on en arrive là. Pourquoi on se dit est-ce que je peux faire ça? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que si on est à sa place? Je pense que c'est pas forcément la question d'oser, c'est qu'il y a des mécanismes de dissuasion un peu latents qui œuvrent. Enfin, en tout cas, je pense pour le TNP, parce que je l'explique que comme ça, mais parce qu'en effet, c'est un très gros lieu. Enfin, c'est comme prendre Chaillot. Je sais pas, mais moi je pense que la légitimité elle s'acquiert avec la position qu'on nous donne aussi. Tu vois, enfin,
Non, mais après, il y a une question de psychologie, mais si tu nommes une directrice, une femme à la tête d'un lieu, bah, de fait, c'est à la directrice, donc elle va endosser la responsabilité de la directrice. Enfin, je sais pas, après, je n'ai pas trop creusé ces questions-là, mais il y a plein de mécanismes à l'œuvre qui font qu'on peut s'autocensurer à un moment, j'imagine. Peut-être pas tout le monde, hein, heureusement. Oui, tous les administrateurs de la Comédie Française, à part Maillette, ont été des hommes, mais même directeurs de théâtres nationaux aussi, à part Julie Brochen. Heureusement que ça existe, ouais, des fois. Heureusement que de temps en temps, ça arrive. Et en même temps, quand une femme est nommée à la direction d'un centre chorégraphique national, d'un théâtre, d'un ballet national, les choses font qu'elle part au bout de 2 ans, quoi, parce que tant c'est difficile. Donc c'est des contre-exemples aussi, ou des exemples qui montrent la difficulté des choses, quoi. De qui ? De Pietra. Ah, de Pietra. Oh, après, on peut être une mauvaise directrice aussi. Mais non, mais il y a plusieurs Pietra. Oui, non, mais on a aussi, une femme peut aussi se planter dans sa mission de direction. Sûr, mais en effet, je pense qu'on n'est pas attendu à la même hauteur. Ouais. Mais elle n'est pas, voilà. Je suis pas certain que ça se passe de la même façon. Bien sûr qu'on peut se planter, on peut demander des choses, on peut faire mais c'est pas vu de la même façon, quoi. Bah, le rapport à l'autorité féminine, il est, je pense, j'ai pas de théorie là-dessus, mais il me paraît un peu différent. Enfin, même notre inconscient, je pense, sur l'autorité, on a plus en référent à une image masculine. Enfin. Non, mais un homme a de l'autorité, une femme est autoritaire. Enfin, c'est un truc c'est le langage courant. Les mots sont jamais anodins. Enfin, c'est dans la vraie vie, c'est comme ça qu'on cause. Voilà. Donc, un homme fait preuve d'autorité, une femme est autoritaire. Point. C'est sans doute ce qui se passe dans ce genre de situation. Alors, merci de vos témoignages. Plus personne ne veut intervenir, Annika ? Oui, je voulais juste creuser un peu ce sentiment peut-être d'impuissance ou de ne pas être pris au sérieux, prise au sérieux en l'occurrence. Je pourrais toujours pas l'expliquer, mais je pense effectivement qu'il y a plein de choses qui jouent, qui sont inconscients et qui font partie de la construction de l'identité et qui passent beaucoup par la parole dite socio-performative. Donc tout ce qu'on dit, mais tout ce qu'on entend dans la société, ça fait aussi qu'on a une certaine idée de la normalité en nous. Et je ne pense pas que ce soit conscient. Et c'est pour ça que je ne pense pas que ce soit une question d'oser ou de ne pas oser, mais plus de sentiment de faire quelque chose hors norme. Quelque chose qu'on n'attendrait peut-être pas forcément de moi en tant que femme, de me mettre à cette position-là de pouvoir. Parce que c'est finalement des positions de pouvoir. Enfin là, je parle très concrètement de la situation de devoir vendre mon spectacle. Parce que c'est moi qui vais voir les lieux, les programmateurs, et qui va devoir vendre, qui va devoir me vendre. Et alors, c'est forcément un rapport de pouvoir que je n'ai pas choisi, mais qui fait partie du métier. Et alors, prendre la position de quelqu'un qui affirme très clairement la valeur de ce qu'il fait, et aussi une valeur monétaire, même si c'est pas simple tout ça, mais d'affirmer que je fais une activité et que c'est un métier et que ça se paye et que je dois payer un loyer, je le fais certainement avec le savoir que c'est oser quelque part. Et je me demande, c'est pas du tout une affirmation, c'est juste une question que je me pose, en quoi est-ce que le milieu culturel fait différence avec les autres milieux ? Et je me demande si c'est pas une question de valeur de travail, si c'est pas le fait que les métiers de la culture sont souvent encore considérés comme des métiers passion, et que alors les femmes qui ont le droit de travailler depuis beaucoup moins longtemps que les hommes portent en plus cette idée d'avoir choisi quelque chose qu'elles aiment faire et d'avoir choisi un métier passion, même si on est d'accord, c'est pas toujours hyper chouette, hyper rose, mais ça fait partie de faire un choix dans sa vie et dire moi je vais pas être caissière, moi je vais
extérioriser ce que j'ai en moi. Et alors, il y a une valeur là. Et c'est ça, je crois, qui fait que c'est peut-être plus difficile encore, de manière inconsciente aujourd'hui pour les femmes que pour les hommes, d'affirmer ça. Peut-être. Moi, je voudrais juste dire une chose, c'est que, mine de rien, dans cette histoire de où est ma place, de est-ce que je la prends, de est-ce que j'ose, de est-ce que j'ose pas, que de candidatures. Moi, j'ai la sensation, alors c'est peut-être parce que j'ai été très influencée par un milieu très judéo-chrétien, mais j'ai l'impression qu'on nous envoie un peu cette culpabilité aussi de... à la fois, il y avait une place, vous n'envoyez pas vos candidatures, les filles, venez pas chialer, que vous n'avez pas les postes. Si vous n'envoyez pas vos candidatures, voilà, vous êtes metteur en scène, et vous osez pas, voilà, venez pas pleurer qu'on vous prend pas au sérieux, vous avez qu'à oser, et allez, on y va, quoi. Ouais, pardon, quoi. Ouais, moi je trouve ça pas toujours très simple et très facile de prendre cette place et d'oser. Effectivement, moi j'ai l'impression d'être tributaire de générations avant moi, etc. Et que j'ai toujours besoin de ce petit temps qui me permet de dire ah si, ça va, je suis à ma place, j'ai le droit d'être là et ce que j'impulse est légitime. Mais j'ai besoin encore, à 43 ans, de cette petite virgule de temps. Et moi, j'aimerais, et je pense que je ne suis pas la seule, j'aimerais ne pas en porter la culpabilité, en tout cas. Le fait que j'ai besoin de cette petite virgule de temps et que je suis ravie de voir que d'autres générations arrivent après nous et qu'elles n'auront plus besoin de cette virgule de temps. Mais voilà, en tout cas, que si on doit être vigilante à ne pas demander des permissions, il faut qu'on soit aussi vigilante à pas se sentir coupable de pas avoir tout intégré ce féminisme qu'on porte, et que c'est l'histoire nature-culture, hein, c'est que moi j'ai l'impression qu'en moi, en tout cas, c'est encore de l'ordre de la culture, alors que chez mes filles, ça sera de l'ordre de la nature, j'espère, et que c'est peut-être comme ça qu'on avance, et que voilà. Donc je trouve qu'il faut aussi qu'on soit indulgentes les unes avec les autres sur la façon dont effectivement on est perméable à ces mécanismes sociaux qui sont à l'œuvre autour de nous et qu'on ne maîtrise pas toujours, quoi, selon nos générations, nos historiques, etc. Eh bien, merci à vous pour tous ces témoignages. Je ne sais pas quelle heure il est, combien de temps il nous reste. Voilà. Donc, il est temps maintenant d'échanger avec le public sous forme de questions, de prise de parole. Donc, je vous laisse intervenir. Juste pour revenir sur ce que tu disais tout de suite, moi je dirige aussi ma compagnie, et le regard de nos enfants, justement, j'ai des filles qui maintenant sont plus grandes, mais c'est aussi ce qu'elles regardent de nous les femmes qui nous créons nos emplois, parce que moi j'ai l'impression de créer mon propre emploi, évidemment. Et un petit souvenir de ma fille qui devait avoir 12 ans, qui a dit un jour, on lui a demandé « Tu vas faire quoi plus tard ?» Elle dit « Je vais faire comme maman, je vais monter ma boîte. » Voilà, je trouve ça très mignon, parce que c'est aussi grâce, c'est nous qui les emmenons aussi sur cette confiance, et peut-être ça devient plutôt plus naturel pour nos enfants, quoi. D'autres questions, témoignages? Est-ce qu'il y a je connais à peu près tout le monde, mais pas forcément tout. Est-ce qu'il y a d'autres femmes qui sont dans d'autres sphères que la mise en scène et la comédie, le fait d'être comédienne, et qui pourraient témoigner peut-être de problèmes inhérents à leur propre secteur? Oui. Oui, effectivement, moi je suis dans le secteur de la danse. Je suis danseuse depuis longtemps, danse contemporaine. J'ai créé ma compagnie il y a quelques années ici. Et c'est vrai qu'en danse, on est dans un autre côté, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que c'était très 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 féminin pour le coup. Les hommes sont arrivés
Bon, il y a l'histoire de la danse classique, effectivement, où c'est le prince charmant. On est encore dans une autre histoire. Après, c'est vrai que j'étais assez étonnée d'entendre chez vous ce sentiment culturel qui vous pèse dessus et qui vous empêche d'avancer. C'est vrai que là, moi, en danse, je ne l'ai jamais reçu, je l'ai jamais ressenti. Peut-être aussi que j'ai choisi la danse pour ça. C'est possible aussi. Donc, voilà, après, je sais... Enfin, voilà, c'était juste effectivement petite prise de parole, voilà, de dire que voilà, moi, dans la danse, je n'ai pas ressenti ça, que je ne me suis pas sentie du tout illégitime quand j'ai monté ma compagnie. Je me suis posé d'autres questions qui étaient de l'ordre artistique, de est-ce que j'ai quelque chose à dire en tant que chorégraphe, mais je ne me suis pas posé la question de me dire si je suis une femme. Enfin, voilà, la question de mon genre n'est pas du tout rentrée en ligne de compte. Après, je ne sais pas du tout, au niveau des centres chorégraphiques, effectivement, combien il y a d'hommes en direction et combien il y a de femmes. Ça, j'en ai aucune idée. S'il y a une différence... En fait, moi, je pense que dans la danse, les hommes, ils bénéficient d'une énorme discrimination positive, puisque au niveau des interprètes, déjà, il y a beaucoup moins d'interprètes masculins et il y a quasiment une parité en termes de distribution des rôles. Donc ça, c'est quand même une donnée fondamentale, mais c'est incroyable. Enfin, ils ont une chance inouïe, franchement. Et justement, je voulais voir le nombre de directeurs de centres chorégraphiques nationaux. C'est-à-dire quand même, je pense, dans un secteur majoritairement féminin, les hommes sont majoritaires aux endroits de pouvoir. Mais ça, c'est comme dans tous les secteurs. Enfin, clairement. C'est-à-dire que là où les femmes sont majoritaires, les hommes bénéficient d'une énorme discrimination positive. Et dans les secteurs où les femmes sont minoritaires, les hommes continuent à bénéficier d'une discrimination positive. Bon, je grossis le trait, mais bon, on n'est pas loin de ça. Hein. Enfin... Oui, effectivement. Ça ne m'étonne pas. Effectivement, je me souviens quand j'étais beaucoup plus jeune, qu'on passait les auditions, on était énormément de filles et très peu de garçons pour un nombre quasi égal de postes à pourvoir. Donc c'est sûr que là... on était, oui, effectivement, c'est une sorte de discrimination dans ce sens-là, effectivement. Moi, je voudrais bien repréciser un truc par rapport à la question de la légitimité que j'ai posée. En fait, je ne me suis peut-être pas bien exprimée. Cette question de la légitimité, je me la suis posée pas par rapport au fait que je sois une femme, plus par rapport au métier. Moi, mon parcours, j'ai appris sur le tas, j'ai pas fait d'école. Et je pense que c'est ça, en fait, ce qui m'a posé la question de la légitimité. Par exemple, je me la suis jamais posée, cette question, en tant qu'interprète, en tant que comédienne. Comme si, voilà, ça faisait partie de mon ADN. Mais par contre, quand s'est posée la question de la transmission, de l'enseignement, là, je me suis vraiment posé la question, est-ce que je suis à ma place? Justement, on parlait de place tout à l'heure. Est-ce que je suis à ma place pour transmettre? Voilà, c'était plus oui, après, par rapport à ça. Je ne sais pas, si il y a des écoles de mise en scène, j'imagine, non? Il y a des écoles de théâtre. Oui, voilà. Ouais. Après, je sais que moi, je me suis posé, quand j'ai monté ma compagnie, que j'ai commencé à me présenter en tant que chorégraphe, pour le coup, je pense que j'ai traversé un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas fait non plus d'école de chorégraphie, tout simplement parce qu'en France, il n'y en a pas. On apprend à être interprète, on n'apprend pas à écrire des pièces, enfin, je ne pense pas, ou alors peut-être que, je ne sais pas. Mais... Donc, oui, après, est-ce que vraiment c'est lié au fait d'être une femme, ou est-ce que c'est juste se poser la question de savoir si... je suis légitime dans ce que je fais et est-ce que je suis à ma place? Mais là, la question du genre, je ne sais pas si elle se pose vraiment en fin de compte. Je ne suis pas sûre. Moi, je voulais justement rebondir par rapport à ce que tu disais, parce que je pense que le côté artistique et le côté diffusion, communication, extérieur au geste artistique, c'est pas du tout la même chose. Ça se passe pas du tout pareil. En tout cas, je parle pour moi, mais si je peux me poser des questions de légitimité au niveau de la création, je me les pose comme chaque créateur ou créatrice. Si je me pose des questions de légitimité, c'est un mot fort pour ce que je ressens, mais si je me demande parfois ce que ça fait que d'être une femme en vente du spectacle, ou voilà, pour le faire vivre à l'extérieur de la salle de répétition et de la création même,
je crois que ça touche plus à des systèmes et que là, je vais dans un système de communication qui n'est peut-être pas adapté à toutes les sortes de communication, et j'aurais tendance à dire qu'il est plus adapté à une communication dite masculine que féminine. Et c'est là que je sens que le système pour vendre, il est loin de ce qui est artistique. Et là, je vais sur un terrain où on va me juger peut-être pour être une femme, mais on ne va jamais le faire sur un plateau, parce que là, je fais mon travail, je fais ce que je sais faire. Juste, j'ai les chiffres des centres chorégraphiques nationaux. Donc, sur 19 centres chorégraphiques nationaux, 3 directions féminines et 2 co-directions avec des femmes. C'est assez éloquent. Bonjour, je suis adjointe à la culture, à la riche et à l'égalité femmes et hommes. Et tout ce que j'ai entendu ce soir, je l'entends régulièrement dans toutes les réunions que je peux faire autour de la parité. C'était une précision que je voulais vous donner. Effectivement, ce soir, ce discours ne m'a pas étonnée plus que ça, parce qu'on le retrouve un peu partout dans la société. Alors moi, je voulais témoigner, alors pas en tant qu'adjointe à la culture, parce qu'en effet, il y a ces histoires de parité, c'est comme les quotas à la télé et tout ça. J'ai un peu de mal avec ça, en fait. Parce qu'on nous met là parce qu'il faut qu'on soit là. Après, on s'entend dire qu'on est là parce qu'on a pris la place d'un homme. Donc moi, c'est plutôt par rapport à ma profession, et je rejoins un peu. Moi, je ne me suis pas posé la question de légitimité. Moi, je suis responsable qualité, sécurité, environnement dans l'industrie. Et c'est vrai que j'ai au départ subi un peu ça, où quand j'arrivais en réunion, en plus c'est secteur au départ automobile, donc c'était plutôt des hommes, et j'arrivais en plus jeune, et on me disait « Ah, c'est l'assistante qui est venue, le responsable n'est pas disponible. » Non, je suis la responsable. Mais du coup, moi, ça m'a pas... Mais je me suis jamais posé la question d'en dire... c'était pas mon métier de départ, hein, moi je me suis fait toute seule. Donc... j'ai appris sur le tas, en fait. Ça, c'était pas mon job au départ, hein, pas mes études. Et non, quand je suis arrivée dans le milieu, je me suis pas dit ouais, mais peut-être que là tu peux pas, parce que c'est d'abord tu vas avoir en face de toi des ingénieurs et tout. Non, faut pas. Non, au contraire, moi je dirais que ça m'a donné encore plus de force pour me dire non, je me pose pas les questions, quoi, en fait. Hein. Donc les discours, je les entends, et c'est vrai que on les subit dans le monde du privé. Hein, je crois que toutes les entreprises, mais il n'y a pas une profession en effet aujourd'hui qui se pose pas, où les chiffres, vous parlez de 20% d'écart de salaire et tout, c'est ce qu'il y a aussi dans le privé, hein, dans le monde de l'industrie, c'est ça. Enfin, voilà, c'est des choses qui malheureusement sont dans la société, mais je crois que voilà, moi j'ai pas envie de me poser me poser la question de la légitimité, ou en tant que victime, en tant que femme, parce que je pense qu'en effet c'est les nouvelles générations qui vont faire bouger les choses, et parce qu'en effet il y a cette génération qui arrive et qui se pose pas toutes ces questions que nous on a pu nous poser, qu'on peut se poser, parce que aussi ça fait partie parfois de notre éducation. Mais en tous les cas, oui, dans le monde politique, là, c'est complètement différent. On est sur des parités, il faut. Donc, c'est pas forcément par choix, c'est parce qu'il faut. Voilà. Quelqu'un d'autre veut intervenir dans le public ? Marie ? Ouais, moi je voudrais témoigner du côté des programmateurs, enfin en tout cas donner mon point de vue, parce que moi je dois vous l'avouer, hein, Boris Mandel, c'est le moment où j'arrive à programmer des femmes dans la saison. Alors ici, Malraux, c'est peut-être une case un peu particulière par rapport à l'ensemble des programmes, des salles qui participent au festival. On a un grand plateau, une grande jauge, donc de fait, je suis aujourd'hui dans une injonction à programmer des choses qui remplissent la salle. Donc tout à l'heure, Annika, tu parlais des histoires de communication, et du coup à certains endroits, effectivement, de mon côté, de la barre, l'objet artistique est évidemment important. Par contre, pour remplir les salles aujourd'hui, on sait bien que la communication, le marketing, les médias en général ont toute leur place, et parfois même plus que l'objet artistique. Et du coup, je voulais dire ce que Mathilde pointait tout à l'heure sur la question de demain, de plus en plus de CCN, de CDN d'abord, et j'espère à terme de CCN, qui pourront être dirigés par des femmes. C'est vraiment important aussi pour nous, programmateurs et programmatrices, parce que qui dit direction de lieux prestigieux, de lieux institutionnels, dit plus de lumière aussi sur le travail d'un artiste. Et pour nous, en tant que programmateurs,
évidemment que ça a du poids, puisqu'on nous demande aujourd'hui de plus en plus de remplir les salles. C'est vraiment, enfin, en tout cas moi, ici, pour moi, c'est important, mais c'est surtout lié à ce grand plateau et cette grande salle qui, lorsqu'elle est vide, est quand même beaucoup moins intéressante, autant pour les artistes que le public. Mais sur la question de la lumière et de la valorisation des femmes, moi, j'attends avec impatience vraiment que les lieux institutionnels soient aux mains des femmes pour qu'elles aient aussi plus de lumière et de fait une plus grande visibilité et peut-être plus de programmation dans nos lieux. Merci Marie. Quelqu'un d'autre veut intervenir avant d'arriver peut-être à des conclusions de tout un chacun? Bien. Il nous reste, je ne sais pas, un petit quart d'heure. Donc, comment? Donc, voilà, on va peut-être boire un coup et fumer des clopes. Quelqu'un veut conclure? Faire un petit peu une synthèse? Voilà. Je t'en prie, Jean-Louis, t'as pas de... Je vais te prendre le micro. J'entends ce que vient de dire Marie. Ça veut donc dire que... on a eu raison de créer Bruce Mandel, même si j'ai expliqué comment on y est arrivé. On a eu raison de le créer parce qu'effectivement, ça permet de modifier le ratio. Je n'ai pas dit quota, je dis ratio. La seule chose qu'on peut souhaiter, finalement, c'est que dans 10 ans, il n'y ait plus Bruce Mandel. Et qu'on se voit dans 10 ans pour dire c'est la dernière. Fêtons la dernière édition de Bruce Mandel parce qu'il n'y en a plus besoin. Voilà. Mais de la même façon que dans le hip-hop, à un moment donné, on pu se dire finalement, maintenant, il y en a toute l'année, dans la saison. Bon. Je ne suis pas sûr d'être là dans 10 ans, mais je ne suis pas sûr non plus qu'on arrive à fêter ça dans 10 ans. Quoi. Voilà. En tout cas, ça sera un gros boulot et ça voudrait dire que beaucoup de choses ont évolué et pas seulement dans le domaine de la programmation. Quoi. Voilà. Mais oui, il y a quelque chose de... Comment dire? Non, je ne sais pas. Le mot qui me vient n'est pas le bon, donc je ne vais pas le dire. Mais oui, souhaitons la fin de Bruce Mandel, c'est peut-être pas une bonne idée, mais voilà. Alors, quelqu'un veut rebondir sur l'optimisme nuancé de Jean-Louis? Peut-être qu'un jour, au contraire, on arrivera à être obligé de faire un festival Bruissement 2 pour que les hommes reviennent un petit peu plus. C'est marrant, ils n'en ont jamais eu besoin. En auront-ils besoin un jour? Non, c'est pas beau. Ça fait code, coller. On ne sait pas. Oui. Peut-être, si c'est le cas, on aura raté aussi quelque chose dans les deux cas. Oui, bien sûr. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez l'une après l'autre prendre la parole et imaginer la situation, ce qu'elle sera dans 10 ans? Comme vous l'espérez, comme vous le... J'ai le droit de dire autre chose? Bien sûr. Oui, alors j'ai deux choses, je crois, à dire. Par rapport au titre du festival, Bruce Mandel, depuis le début, il y a un petit truc où je ne suis pas sûre d'aimer. mais je me demande pourquoi, et peut-être que c'est lié au fait que ça fait mignon. Que Bruce Mandel, c'est mignon, ça fait papillon. Et ça fait discret, bruissement. Oui, enfin, voilà. Mais je me demande... C'est pas gueule Mandel, quoi. Ouais. C'est tout, c'est fini. Oui. Oui, je suis d'accord. C'est très beau, c'est très beau. C'est juste que je me demande si ça avait été un festival pour les garçons, est-ce qu'on aurait aussi choisi un titre mignon? Voilà. Et l'autre chose que je voulais dire, c'était par rapport au souhait de peut-être plus avoir besoin de faire Bruce Mandel dans 10 ans. Je suis assez d'accord.
Et parce que j'ai travaillé, ma première création, c'était un seul en scène avec quelqu'un dont j'accompagnais à la mise en scène la transformation sexuelle. Donc c'est quelqu'un qui commençait en tant que fille, et pendant 2 ans et demi, on a montré la mise en scène à plusieurs étapes de ce processus, et il a fini lui, quoi. Et on a arrêté le spectacle. Et pendant tout ce temps, à chaque fois qu'on jouait, on a fait des rencontres avec le public pour discuter, parce que pour le comédien, et pour moi aussi, l'enjeu, c'était de rompre le tabou et que ce soit dissible. Et il disait à chaque fois, moi, j'ai envie en fait, d'en arriver à un point où on n'a plus besoin de jouer ce spectacle. Donc je te rejoins complètement là-dessus. Par contre, avec un spectacle comme ça, c'est compliqué de calculer des ratios. On a mieux payé à la fin. Marie ? Peut-être, je pense aussi que pour que ça évolue de façon positive pour la cause des femmes, et puis qu'il y ait plus de parité, ça peut aussi venir simplement aussi des autrices ou des auteurs. Il y en a pas là dans le lot, mais c'est vrai que ça aurait pu être aussi intéressant d'avoir leur point de vue, parce qu'il est temps aussi que... Enfin, aussi, il y en a, oui, c'est vrai. Il y en a, oui. Oui, pour que c'est vrai qu'il n'y a pas eu de prise de parole en tant qu'auteur. Ce que souvent on a dit, c'est qu'il y a moins de rôles de femmes que de rôles d'hommes. Et il y a aussi tout simplement aussi le message qui est porté au-delà des rôles. Et donc ce qui manque, ce qui maintenant, c'est ce qu'il nous faut aussi, c'est des textes où la parité et puis l'égalité aussi va de soi et n'est plus un sujet aussi, parce que c'est là où on verra qu'on a vraiment avancé, c'est quand on n'aura plus besoin d'écrire des textes pour défendre les droits de la femme, mais que ce sera tout simplement, les hommes et femmes seront présentés comme directement égaux dans les textes. Emmanuel ? Moi, je pense que c'est jamais gagné. Je parle de la condition des femmes en général, et qu'il faut continuer à se bagarrer, et que finalement c'est aussi un sujet, c'est aussi une matière artistique, et que c'est à nous de nous en emparer. Voilà. À la compagnie Interline, c'est un sujet qu'on mâche, qu'on remâche et qu'on re-remâche, parce qu'il y a encore des choses à dire, et de façon différente, voilà. Et puis, d'un point de vue global, je pense que ça passe aussi par une prise de pouvoir, tout simplement, des femmes. Non ? Une conclusion Je pense malgré tout, le propos ici, c'est les femmes, mais malgré tout, on est dans une profession privilégiée par rapport, dans la vraie vie. On n'a pas l'impression qu'on soit tout le temps dans la vraie vie. Dans la vraie vie, la femme, c'est encore plus difficile que nous dans notre métier de comédienne, quoi. On a une chance de fou, quoi. Métier passion, plaisir, on n'est pas... Oui, non ? C'est une chance qu'on s'est créée quand même, hein, mais moi, mes copines qui ont des métiers dits normaux, je les envie pas tout le temps, quoi, d'être des femmes par rapport à moi dans mon milieu. Il y a 80% de comédiennes, 80% de rôles masculins. Et comme je disais tout à l'heure qu'il y avait 6 hommes sur les 25 candidates pour être prof d'enseignement artistique, oui. C'est aussi le contre-pied, la logique du fait que c'est plus difficile de bosser, et donc il y a des métiers d'enseignement et autres sur lesquels on va aller de façon différente, différenciée. Donc c'est pas, j'en suis pas sûr. Ah oui. Je suis pas sûr, et il y a des choses qui évoluent peut-être plus vite finalement dans la vraie vie, dans la société, parce que aujourd'hui les contraintes financières et autres sur les entreprises sont extrêmement fortes. Extrêmement fortes. Alors que dans la théâtre, tu peux toujours dire, c'est la distribution qui veut ça. C'est pas... Alors que si tu le fais dans une entreprise, tu as des pénalités, et elles sont. Et là, on va commencer à avoir des effets extrêmement forts. Donc je ne suis pas certain de ça. Mais bon.
Nous, enfin, dans notre secteur, on est quand même le haut lieu de la maltraitance au travail. Enfin, nous, il y a quand même les premières études qui commencent à sortir. Je ne parle pas que de l'artistique, hein, je parle de tout ce qui va à côté. Clairement, on a 20 ans de retard sur plein de secteurs. Enfin, oui. Non, mais c'est pas question d'être au courant. Peut-être que vous êtes très respectueuse des gens avec qui vous travaillez et que ça se passe harmonieusement. Heureusement que ça existe un peu. Mais moi, le nom... Dans le cinéma, puis chez les journalistes aujourd'hui, et puis peut-être que ça finira chez les boulangers. Mais ça existe de la même façon. Hein. Mais donc, je crois pas qu'il y ait... Oui, et puis nous, il y a une omerta qui protège quand même pas mal de grands noms. Faut être très clair. Ça a explosé un petit peu avec tout ce qu'on vient de voir récemment avec MeToo et tout ça, mais il y a quand même des gens qui ont bénéficié d'une immunité quasi totale jusqu'à présent. Mais voilà, on commence à les reconnaître. Bien. Plus personne ne souhaite prendre la parole. Écoutez, il me reste à vous remercier toutes et tous de vous être déplacés et d'être intervenus. Merci à vous de les avoir écoutés, d'avoir échangé avec eux. Et puis maintenant, je crois que c'est là-bas que ça se passe. Merci à tous et bonne soirée.